Juillet 2020, toutes les Audio entreprises qui recording fournissent for des this établissements meeting has publics begun. doivent transmettre aux acheteurs publics leurs factures via la plateforme électronique Chorus Pro. L'objectif du webinaire est de vous expliquer le contexte lié à la dématérialisation de factures et de vous faire une rapide présentation des fonctionnalités de la plateforme Chorus Pro. Nous avons conscience que cette présentation ne répondra pas à l'intégralité de vos questions. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, sachez que les centres de formation des CCI proposent des formations pratiques sur l'utilisation de Chorus Pro. Là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI pour connaître les dates et formalités d'inscription. Avant de laisser la parole à notre intervenant du jour, Monsieur Guillaume Alves, du groupe Archibald, qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire, quelques informations. Le webinaire va durer environ 45 minutes et sera enregistré. Par la suite, il sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de la CCI d'Occitanie et sera accessible par tous. Pour le bon déroulement du webinaire, vos micros seront coupés, mais vous pourrez interagir et poser vos questions grâce au chat. Je rappelle qu'il est interdit de faire sa promotion, la promotion de son entreprise ou des services sur le chat. La phase de questions-réponses se déroulera à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse en compagnie de notre intervenant du jour. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste faire défiler la première slide pour m'assurer que l'image n'est pas figée. Voilà, si vous pouvez me confirmer que vous avez bien l'image qui défile. C'est bon Lilian? Super. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir vous présenter, en tout cas faire une initiation à Chorus Portail Pro dans le cadre de la dématérialisation des factures fournisseurs. Ah, visiblement il n'y a pas de son pour moi. Il n'y a pas de son pour moi je pense. Une nouvelle intervention non plus. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On va essayer de régler ce petit problème de volume sur le casque. Oui, mais faiblement. Ok. Je vais essayer de le monter ici peut-être. Est-ce que ça va mieux maintenant? Vous devriez m'entendre un peu mieux. Ok, super. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, c'est comment traiter, comment émettre vos factures dématérialisées à destination des collectivités et de l'État. Pas de son. Je vais laisser notre ami Lilian gérer la partie son. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va en petit problème de bande passante. Donc, on va... Ok. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui? Tout le monde m'entend bien? Bon, super. Donc, on a trouvé la solution. Donc, dans ce webinaire, on va voir plusieurs points. Pourquoi finalement l'État a décidé de dématérialiser ses procédures de traitement des factures. Euh, hop, toujours pas de son. Toujours pas de son, Guillaume. Je laisse faire. Non, c'est... Ok. Chorus Pro, mode d'emploi. Donc, on balayera ensemble les points, les points les plus importants à connaître avant de démarrer finalement sur sa plateforme. Ensuite, on parlera des principes de base de la dématérialisation des factures fournisseurs, puisqu'une facture fournisseur dématérialisée, c'est pas juste un PDF qu'on va envoyer à son fournisseur, d'ailleurs qu'il soit public ou privé. On parlera ensuite des obligations pour les entreprises, la présentation des fonctionnalités principales de la plateforme, pour laquelle on ira également faire un tour sur la démo de Chorus Portail Pro. Donc on ira déposer des factures, consulter des factures. Et enfin, on passera à la partie questions-réponses. Ok.
Ok. Donc pourquoi l'État dématérialise ses factures? Le premier point, et finalement un des plus importants, c'est de diminuer le coût de traitement des factures entrantes au sein des collectivités et de l'État. Il faut savoir aujourd'hui qu'une facture entrante en version papier coûte en moyenne dans les 16 euros. Une fois que cette facture est dématérialisée, et donc on va dématérialiser tout son processus de traitement, on va arriver à un coût d'environ 6 euros à 6,50 euros. D'accord? Donc le gain est de 10 euros par facture reçue et traitée. Quand on sait qu'aujourd'hui, Chorus a déjà réceptionné 70 millions de factures et qu'en 2020, ce sont près de 100 millions de factures qui seront traitées sur le portail, ça représente des économies d'échelle considérables puisqu'on atteint quasiment le milliard d'euros d'économies et donc qui viennent finalement euh, réduire le déficit aujourd'hui que peut avoir l'État sur certains processus. Donc le premier point, c'est de diminuer à terme le coût de traitement. Le second point, c'est d'accélérer le processus de gestion des factures et les échanges entre le fournisseur et l'État et les collectivités. Aujourd'hui, en tout cas avant Chorus Pro, il n'était pas rare d'attendre 90, 100, 120 jours sur certaines factures pour être payé. Et on sait tous aujourd'hui que pour une TPE, même une PME, attendre 120 jours pour avoir un règlement de sa facture, ça peut être vraiment dommageable. Et grâce à Chorus, les délais ont été réduits, parfois par deux, voire par trois dans certains cas, sur des factures assez simples de fourniture de services ou justement pardon, de fournitures. Donc l'idée pour l'État, c'était de proposer une plateforme qui, par la dématérialisation et par l'automatisation de certaines tâches, que l'on appelle des workflows, permettrait d'améliorer et d'accélérer le processus de traitement. Le troisième point, autour de la traçabilité et du suivi. Dans Chorus Portail Pro, dès que votre facture est déposée sur le portail, vous avez une traçabilité totale des actions qui vont être réalisées. Bien entendu le dépôt, mais ensuite le téléchargement de la pièce par le service de l'État qui a été facturé ou la collectivité, puis les différentes étapes de traitement de la facture, c'est-à-dire la validation, la mise en paiement, le paiement, l'archivage, tout est tracé du dépôt jusqu'à l'archivage. L'objectif également pour l'État, c'était de sécuriser ces échanges, puisque j'ai parlé jusqu'à maintenant des factures, mais sur le portail Chorus, on va également retrouver une partie qui s'appelle Mes sollicitations, qui va permettre à vous, fournisseurs, d'échanger avec votre client public. Le deuxième objectif dans la sécurisation, c'est que toutes les factures qui sont déposées sur Chorus sont déposées, alors vous ne le voyez pas forcément en front utilisateur, mais les factures sont cryptées, sont conservées de façon sécurisée, ce qui permet un archivage sécurisé de vos factures. Et enfin, le dernier point, qui est un point important, qui était de supprimer l'utilisation du papier pour limiter l'émission de CO2, donc les gaz carboniques, et ainsi avoir un geste éco-environnemental, puisque si on parle de 100 millions de factures fournisseurs, il faut bien imaginer que ce sont plusieurs centaines de millions de pages qui seront économisées à terme, en tout cas sur l'année 2020. Donc voilà pourquoi l'État souhaite dématérialiser les processus de traitement de ses factures fournisseurs. On verra un petit peu après, je crois d'ici 3 ou 4 slides, les raisons pour lesquelles, pour vous, fournisseurs, il y a un intérêt également à dématérialiser vos factures. Alors, Chorus mode d'emploi. Il faut savoir que Chorus est disponible dans 3 environnements. Le premier, celui qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Chorus Portail Pro, c'est le portail dans lequel vous serez connecté demain ou sur lequel vous êtes déjà peut-être connecté. C'est le portail qui vous permettra de gérer au quotidien votre facturation avec l'État. Il y a un second environnement que l'on appelle Chorus Portail Pro Qualification, qui est en fait une base de test, donc une base de ce qu'on appelle une base de pré-production. Donc c'est le miroir, le reflet finalement de Chorus Portail Pro, mais sur des données uniquement prévues pour des tests. Donc c'est à travers ce portail que vous pourrez vous connecter pour faire vos tests si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à aller déposer immédiatement vos factures sur le portail, on va dire le portail dans sa version officielle, qui dès que vous déposez une facture, forcément va informer
le client qu'une facture a été déposée et lance le processus de traitement d'une facture. Donc à travers Chorus Portail Pro Qualification, vous pourrez réaliser tout un tas de tests et aller finalement tester les différentes fonctionnalités de la plateforme que nous verrons tout à l'heure. Autre environnement disponible depuis, alors il n'était pas disponible depuis le début, mais aujourd'hui il dispose quasiment de toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur Chorus Portail Pro, que l'on va d'ailleurs maintenant appeler CPP. C'est Chorus Portail Pro Mobile, qui est une application que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes, donc aussi bien Apple que Google, qui va vous permettre de déposer vos factures, d'aller les consulter et d'assurer la traçabilité de vos documents. Donc cette application que vous pouvez télécharger pour mobile et tablette est disponible dès à présent sur les différents stores. Une fois qu'on a parlé des environnements, on va parler de la structure des comptes. Il faut savoir que Chorus Portail Pro fonctionne avant tout par le biais de ce que l'on appelle un gestionnaire. Donc vous avez ici un schéma, intentionnellement, je vais dire assez simple, qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la structuration. Donc on a un gestionnaire. Ce gestionnaire est une personne physique qui va créer le compte Chorus Portail Pro. Ce gestionnaire va pouvoir créer ensuite des utilisateurs. À ce jour, le nombre d'utilisateurs n'est pas limité. Ces utilisateurs vont eux-mêmes être rattachés à ce que l'on appelle une structure. Une structure, c'est une entité juridique. Donc c'est une entreprise ou une collectivité qui peut être identifiée par un numéro de SIRET. Bien entendu, un utilisateur peut être habilité à plusieurs structures et dans le schéma que je vous présente, on voit que l'utilisateur 1 est habilité à la structure 1 et qu'il peut déposer des factures pour le service 1 et le service 2. Donc les services sont les services que vous pouvez retrouver dans votre entreprise. Ça n'a pas d'impact sur sur les modalités de paiement des factures, c'est simplement pour votre gestion de savoir quel est le service qui a facturé. Maintenant, l'utilisateur 2, ici matérialisé en orange sur les lignes, lui est habilité à l'entité numéro 1, donc à la structure numéro 1, et à la structure numéro 2. Alors que l'utilisateur numéro 1 peut déposer des factures sur le service 1 et 2, on voit ici que l'utilisateur numéro 2 ne peut déposer des factures que sur le service numéro 3, bien qu'il soit habilité aux deux structures. Ce qui veut dire que vous pouvez gérer indépendamment vos entités juridiques, vos services et vos utilisateurs, et ainsi avoir une gestion des habilitations assez fine. Une fois qu'on a compris qu'il y avait trois environnements, donc le premier de test, le second de production du quotidien et le troisième à travers l'appli mobile, il faut savoir qu'il existe également trois modes de connexion et de dépôt de vos factures. Le premier mode, qui est celui sur lequel on va le plus échanger ensemble aujourd'hui, est ce que l'on appelle le dépôt manuel sur le portail, donc le mode portail. C'est également sur ce mode-là qu'on fera la démo tout à l'heure du portail Chorus Portail Pro. Le deuxième mode, que l'on appelle raccordement EDI pour échange de données informatisées, est un mode qui va vous permettre de connecter directement votre système d'information à celui de Chorus. Ça permet d'échanger tout un tas d'informations, mais bien entendu vos factures de façon totalement automatique. On ne parlera pas de ce mode aujourd'hui puisque c'est un mode qui nécessite des investissements parfois lourds et qui nécessite certaines compétences, soit au sein de votre entreprise, soit par le biais de sociétés de services qui vont vous accompagner dans le raccordement EDI de votre entreprise. Donc c'est un mode de raccordement qui peut avoir de l'intérêt, mais qui doit, qui doit être analysé dans un contexte de dépôt de factures très volumineuses. Il faut avoir un certain nombre de factures à déposer pour pouvoir se pencher sur ce raccordement. Et il y a un troisième mode de connexion finalement alternatif aux deux que je viens de vous présenter, qui est ce que l'on appelle l'API. L'API pour Application Programming Interface. Il s'agit de connecteurs qui sont développés par les éditeurs de logiciels. Donc là, il faut d'abord se rapprocher de votre éditeur pour vous assurer que votre logiciel de facturation dispose bien de ce connecteur.
qui finalement n'est pas tout à fait de l'EDI, puisqu'on n'est pas sur un échange de données à plat automatique, qui est quand même beaucoup plus rapide et moins fastidieux qu'un dépôt manuel, et donc qui va venir se placer entre les deux modes de connexion que je viens de vous présenter. Vous retrouverez ici, pour chacun des modes de connexion, les avantages et inconvénients de chacune des solutions. En synthèse, le mode portail est totalement gratuit, ne demande aucun investissement pour déposer ses premières factures, mais peut s'avérer chronophage, surtout si on a beaucoup de factures à déposer chaque mois. Alors, ce qu'on appelle ici le mode éditeur et le mode service, c'est un petit peu le même mode. Donc, le mode API va vous aider à déposer vos factures plus rapidement en connectant directement votre outil comptable à Chorus, mais va dans un premier temps nécessiter un petit peu d'investissement en termes de coûts et en termes de temps. Et surtout, il faut que votre éditeur de logiciel ait développé ce connecteur. Et enfin, le troisième mode, on l'aura compris, son plus, c'est de pouvoir déposer automatiquement les factures, donc plus aucune action humaine. Et les inconvénients, les impacts, sont plutôt côté coût et côté compétences internes pour le maintien de la plateforme EDI. On va maintenant parler des principes de base de la dématérialisation des factures fournisseurs. Alors l'avantage pour vous, en tant que fournisseur, à dématérialiser vos factures est finalement assez semblable à celui qu'on peut retrouver côté client, puisque vous avez une réduction de coût qui va être très importante. Il faut savoir aujourd'hui qu'une facture qui a été émise peut coûter entre 6 et 10 euros dans sa version papier, alors qu'une facture dématérialisée, on est sur un coût qui va être entre 2 et 4 euros selon, je dirais, l'état de maturité du processus de dématérialisation. Ça veut dire que si vous avez des devis, des bons de livraison, puis une facture et que toute la chaîne est dématérialisée, alors vous aurez des économies très importantes. S'il n'y a que la facture qui est dématérialisée, là l'économie est moins importante, mais elle peut quand même se révéler très intéressante. Euh, Déjà par on va dire les frais d'impression, de mise sous pli, d'affranchissement, mais également tout le processus qu'on va retrouver en amont. Vous allez accélérer le délai de traitement de votre facture, puisque lorsque vous dématérialisez le processus, ben, vous gagnez déjà sur le temps de transmission de la facture, et vous allez également gagner du temps généralement sur le processus de traitement, puisque votre client, s'il est lui-même équipé en dématérialisation, ben, votre facture va rentrer dans ce qu'on appelle des workflows et va être traitée beaucoup plus rapidement que dans une version papier. Et enfin, ça permet d'avoir une meilleure relation client, d'améliorer la satisfaction client, puisque vous allez pouvoir dématérialiser totalement les échanges autour de cette facture. Donc là, je parle client au sens large, aussi bien dans ce qu'on appelle du B2C, du B2B et du B2J. Donc le B2C, c'est fournisseur vers client particulier. Le B2B, c'est du fournisseur vers un client privé, mais une entreprise, donc business to business, et le B2J, business to government, c'est de la facturation entre vous, fournisseurs, et le gouvernement ou les collectivités. Par contre, pour pouvoir dématérialiser ces factures, on doit faire attention à 3 points pour s'assurer que la facture dématérialisée est fiscalement conforme au Code général des impôts. Le premier point, tout comme pour le papier, c'est de s'assurer de la présence des mentions obligatoires. Donc aujourd'hui, elles sont au nombre de 5 ou 6 mentions qui sont l'identité de vous, le fournisseur, l'identité du client acheteur, le numéro de la pièce comptable, la date d'émission et les montants hors taxes TVA et TTC. Donc ces mentions sont toujours obligatoires sur votre facture dématérialisée. Ensuite, il faut s'assurer, hormis dans le cadre de Chorus, puisque c'est devenu une obligation, que votre client accepte la facture dématérialisée. Et enfin, le dernier point est finalement presque le plus important, mais aussi parfois le plus complexe à mettre en œuvre, c'est garantir que votre facture électronique conservera durant toute sa durée de conservation légale son authenticité, son intégrité et sa lisibilité dans le temps. Je fais une petite aparté, la durée de conservation d'une facture, qu'elle soit papier ou numérique, c'est 10 ans après clôture de l'exercice comptable, c'est-à-dire 11 ans. Donc pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité durant les 11 années, il y a 3 moyens. Le premier,
c'est de mettre en place ce que l'on appelle la signature électronique. Cette signature électronique, elle va vous permettre donc de garantir, parce qu'elle est reconnue conforme, les 3 éléments dont je viens de vous parler. Alors la signature électronique, il en existe finalement beaucoup. Il y a ce que l'on appelle la signature électronique unitaire, où on va aller signer manuellement, enfin manuellement, on va signer numériquement sa facture, mais les factures une à une. Et il existe ensuite ce que l'on appelle des signatures sur cachet serveur. Donc c'est une signature qu'on installe sur un serveur de signature, où on va déposer toutes ces factures et elles vont être signées automatiquement. Ce qui peut être déjà plus intéressant lorsqu'on a un volume de factures assez important à signer mensuellement. Deuxième possibilité, sur laquelle on va passer assez rapidement, c'est la mise en place de l'EDI. Aujourd'hui, l'État et donc le Code général des impôts reconnaît l'EDI s'il respecte bien entendu une norme, un standard, reconnaît l'EDI comme fiscalement conforme. Donc si vous mettez en place de l'EDI, vous n'avez pas à mettre en place les différents procédés que je vais vous expliquer ensuite. Et enfin, et finalement, la solution qui est la plus utilisée aujourd'hui par les TPE et PME, c'est la mise en place de la piste d'audit fiable. Donc, depuis 2013, il y a une loi qui vous permet d'émettre vos factures au format PDF sans les signer électroniquement à partir du moment où vous mettez en place dans votre entreprise ce que l'on appelle une piste d'audit fiable. Donc une piste d'audit fiable fiscale. Cette piste d'audit fiable, elle doit être documentée. Ça veut dire que vous devez décrire et documenter tout le processus de réalisation d'une facture. Donc ce processus, il commence bien entendu pas à la facture, mais à la commande de votre client. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, documenter comment se passe la réception d'une commande, puis la réalisation du service ou la fourniture du bien, puis le bon de livraison, puis la facture, puis l'archivage. À partir du moment où vous avez décrit tout le processus de traitement de votre facture, vous avez une piste d'audit fiable qui est conforme. Et elle vous permettra de garantir l'authenticité, c'est-à-dire que de prouver que c'est bien vous qui avez émis la facture, et bien sûr que vous étiez en droit d'émettre cette facture puisqu'il y a eu une commande et une livraison. Vous allez pouvoir garantir l'intégrité du contenu en décrivant les méthodes de conservation de vos documents, donc de vos factures dématérialisées, et vous allez pouvoir garantir la lisibilité, c'est-à-dire garantir à un éventuel contrôle fiscal que votre facture pourra être lue durant toute sa durée de conservation. Et aujourd'hui, le format qui est préconisé, c'est le format PDF pour assurer une lisibilité dans le temps. Donc à partir du moment où vous pouvez garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité à travers une piste d'audit fiable, vous pouvez éventuellement vous passer d'une signature électronique et bien évidemment de la mise en place d'un EDI. Moi, ce que je conseille, c'est lorsqu'on peut le faire, c'est d'associer la signature électronique et la piste d'audit fiable. D'accord? C'est deux solutions qui se couplent assez bien et qui vont permettre de garantir une dématérialisation, je dirais, en toute sérénité pour les entreprises. Quelles sont finalement aujourd'hui les obligations? C'est assez simple. Depuis le 1er janvier 2020, et sur la base d'un calendrier qui avait été fixé déjà depuis de nombreuses années sur 4 étapes, toutes les entreprises, je dis bien toute entreprise, quelle que soit sa taille, son chiffre d'affaires, son statut juridique, que ce soit d'ailleurs une association ou une collectivité, puisque les collectivités se facturent également parfois entre elles, doivent déposer leurs factures dans CPP, dans le Chorus. Je vais vous afficher ici le planning qui avait été défini par le gouvernement. Donc le lancement était en janvier 2017 pour les plus grandes entreprises, puis pour les ETI, un lancement en janvier 2018. Ensuite, donc en janvier l'an dernier, en 2019, ce sujet s'adressait à toutes les PME. Et donc depuis le 1er janvier 2020, toute structure qui doit facturer l'État a l'obligation d'aller déposer ses factures dans le Chorus. On va maintenant parler des fonctionnalités principales de la plateforme. Alors il faut savoir déjà que la finalité, bien évidemment, pour une entreprise, c'est de pouvoir déposer ses factures pour être payé. Donc la finalité, c'est de pouvoir aller émettre sa facturation à l'État ou aux collectivités. Mais le portail va bien au-delà puisqu'il vous permet de saisir vos factures, de les déposer, de les consulter par la suite, éventuellement de les télécharger, d'assurer la traçabilité comme on en a parlé tout à l'heure,
et de suivre toute la traçabilité du dépôt jusqu'à son paiement. Donc avant de lancer, je continue Lilian ou ouais c'est bon. Avant de lancer la démo du portail sur laquelle je vais vous montrer quelques fonctionnalités et surtout comment aller déposer ses factures et les suivre, je vais vous parler des fonctionnalités principales. Lorsque vous allez créer votre compte Chorus, alors on va pas parler de la création parce qu'elle est finalement assez simple. Il suffit de cliquer sur créer mon compte Chorus, créer un utilisateur, un gestionnaire. À partir du moment où on a un numéro de SIRET et une adresse mail, c'est une étape qui est assez simple. Et ensuite, la première étape, c'est d'aller ajouter vos espaces. Donc moi, je vais vous présenter ici ce que l'on appelle les espaces de base, espaces essentiels, que toute entreprise, association ou collectivité doit absolument activer au démarrage. Donc lorsque vous créerez votre compte, vous aurez une fenêtre qui va vous proposer d'activer des services, des espaces, et donc ceux que je vais vous présenter là sont essentiels et doivent être activés dès le démarrage. Donc le premier, c'est mon compte, qui permettra de gérer les informations utilisateurs et personnelles de l'utilisateur sur son compte CPP. Le second espace, c'est celui des factures émises. C'est celui dans lequel finalement vous passerez le plus de temps au quotidien. C'est celui dans lequel vous irez saisir et ou déposer vos factures. C'est également ici que vous assurerez la traçabilité du traitement de votre facture et que vous pourrez télécharger vos factures par la suite. Il faudra également activer les sollicitations émises. Donc cet onglet est mis à disposition dans le portail pour pouvoir solliciter votre client ou le support Chorus. Ça vous permet d'avoir une traçabilité totale de tous les échanges que vous pourrez avoir avec la personne facturée, avec l'entité facturée. Le quatrième point, c'est l'activité du gestionnaire. Alors je crois d'ailleurs que celui-ci est activé par défaut. Donc il est visible uniquement par le gestionnaire de compte et il permet d'assurer toute la gestion du profil Chorus pour toutes les structures, pour tous les services et tous les utilisateurs. Ensuite, selon votre activité, vous aurez ce que l'on appelle des espaces complémentaires à activer. Si par exemple vous êtes une société qui est dans le bâtiment ou qui fonctionne avec une facturation dite de travaux, vous devrez activer l'espace facture de travaux. C'est celui qui va vous permettre d'aller saisir et déposer vos factures de situation, factures qui sont pardon, j'étais en train de lire les questions. Factures qui sont payables soit en situation, soit après la signature d'un PV de livraison. Vous devrez également, dans certains cas, activer les factures à valider. Lorsque vous avez répondu à un marché en sous-traitance ou en co-traitance et que vous êtes l'attributaire du marché, vous avez des factures à valider. Ce qui veut dire que vos sous-traitants et co-traitants doivent eux aussi aller déposer leurs factures, mais c'est à vous de les valider à travers cet espace avant qu'elles soient mises à disposition de votre client pour paiement. Le troisième espace, qui lui est plutôt dédié, on va dire, au monde agricole ou au transport, ce sont les demandes de remboursement sur les taxes intérieures des carburants. Donc vous pourrez aller saisir toutes vos demandes. Enfin, on a une partie purement dédiée pour tous les secteurs d'activité liés à la justice, pour aller déposer les mémoires de frais de justice. On va retrouver la partie engagement. Alors, cette partie engagement aurait pu être également dans les espaces finalement de base, mais je ne le mets pas dans cette partie-là, puisqu'il y a beaucoup de TPE et de PME aujourd'hui qui travaillent sans engagement, donc hors marché, mais qui ont quand même la nécessité d'aller facturer l'État. Donc, par contre, si vous travaillez avec des engagements et que vous avez besoin d'aller consulter vos bons de commande, l'état de vos bons de commande, vous devrez activer cette partie engagement. Et enfin, le dernier espace complémentaire est celui qui est dédié à l'EDI et aux API, qui va vous permettre de faire vos demandes de raccordement, suivre l'état de votre raccordement, les éventuels dysfonctionnements et pouvoir réaliser les tests de qualification des flux. On va pouvoir maintenant passer à la démonstration et à l'accès au portail. Donc, je vais maintenant vous partager. Hop.
Lilian, vous me confirmez qu'on voit bien Chorus? Super. Donc, vous arrivez, donc je me suis juste connecté avec login mot de passe, sachant que le login est votre adresse mail et le mot de passe celui que vous aurez confirmé lors de votre inscription. Donc on arrive ici sur, hop, peut-être masquer cette barre. On arrive ici sur mon écran d'accueil qui contient les espaces que j'ai activés sur ma plateforme. Alors petite précision, vous pourrez également activer des espaces a posteriori. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'activez pas par exemple l'engagement que vous ne pourrez pas le faire par la suite. D'accord? Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire à travers les activités du gestionnaire. Donc on retrouve ici sur l'écran d'accueil le fil d'événements, c'est-à-dire tous les événements qui se passent autour de mon compte Chorus Portail Pro, mon compte à moi en tant que gestionnaire. Vous allez ici retrouver les actualités, qui est un peu la newsletter de Chorus. L'accès rapide, donc ici, l'accès rapide qui va disposer des principales fonctionnalités utilisées par tous les utilisateurs de Chorus à travers la plateforme et non pas seulement votre entreprise. Donc on voit forcément que ce qu'utilisent le plus les gens, c'est l'ajout de services, la recherche, le dépôt de factures et l'accès au rejet. Et on va retrouver donc ici les services. Alors, compte tenu du délai que l'on a pour faire cette présentation, on va d'abord travailler sur les factures émises, qui est l'endroit sur lequel vous passerez le plus de temps. Donc lorsque j'arrive à... On va donc se reconnecter. Voilà. Donc lorsque j'arrive sur mes factures émises, j'ai toujours ici cette barre de recherche. Peu importe d'ailleurs l'endroit où je me situe, j'ai toujours une barre de navigation. Donc j'ai ici un tableau de bord où on retrouve la structure, le nombre de factures en brouillon et donc un certain nombre d'éléments par colonne. Ici les factures mises à disposition, donc on ira la voir tout à l'heure. Alors c'est un compte de test que je vous présente là, donc il y a peu de données, mais on va dire il y a les données essentielles pour qu'on puisse travailler sur ce webinaire. J'ai ici l'onglet saisie de facture. Alors c'est un onglet un peu particulier. La saisie de facture fonctionne par mandat, c'est-à-dire que vous pouvez mandater Chorus pour que, à travers le portail, vous puissiez réaliser et saisir vos factures. C'est notamment une fonctionnalité qui peut être intéressante pour les TPE ou micro-entreprises qui n'ont pas de logiciel de facturation. C'est quelque chose que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui puisqu'il faut réaliser le mandat et que nous, avec notre compte Archibald, notre SIRET, je ne pouvais pas mandater puisque nous utilisons un logiciel de facturation. Mais sachez qu'il est tout à fait possible aujourd'hui donc de signer le mandat en ligne dans une demande de sollicitation et ensuite de réaliser ces factures un peu comme on va le faire sur le dépôt, mais sans outil de facturation. Ensuite, pour toutes les entreprises qui ont un logiciel de facturation, donc vous allez réaliser votre facturation mensuellement ou selon la périodicité qui vous convient à travers votre logiciel. Vous allez ensuite extraire de votre logiciel les factures au format PDF, signées ou non, et vous allez ensuite aller les déposer sur cet onglet. Donc lorsque je clique sur l'onglet dépôt de facture, j'ai ici une pop-up qui m'invite à importer ma facture. Donc on a ici placé sur le bureau une facture test. Donc automatiquement, le système a détecté qu'il s'agissait d'une facture PDF non signée. Je n'ai plus qu'à renseigner mon cadre de facturation. Donc il existe principalement 4 cadres de facturation. Le dépôt par un fournisseur, donc c'est ce que l'on va faire ensemble ici. Le dépôt d'une facture déjà payée, le dépôt d'une facture par un sous-traitant ou par un contre-traitant. Donc on comprend tout de suite que les deux derniers modes de dépôt vont générer ensuite un workflow pour que le fournisseur principal, celui qui doit valider les factures, puisse les valider avant qu'elles soient communiquées auprès du client public. Donc nous, on va réaliser une facture par dépôt. J'ai ici la possibilité de choisir la structure qui va facturer, puisque si vous vous rappelez bien tout à l'heure, après le gestionnaire et l'utilisateur, j'ai le niveau structure, donc j'aurais pu facturer avec Archibald European Archive ou avec une autre structure de mon groupe. Et je peux également sélectionner un service. Si j'ai
identifier des services au sein de ma structure. Ça pourrait être le service, dans le cadre d'une entreprise qui fait de la dématérialisation, par exemple, le service numérisation, le service coffre-fort électronique ou encore le service GED. Ici, nous, on n'a pas ajouté de service. Donc, je clique sur continuer et mon document est en cours d'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ce portail? Chorus a mis en place ce que l'on appelle de la reconnaissance automatique de données. Donc, on va le voir ensemble. L'outil, le portail, a détecté un certain nombre de données automatiquement. Ce qui n'enlève pas à l'entreprise, au fournisseur, à l'entreprise qui facture, de bien vérifier ce qui a été extrait, puisque l'outil ne reconnaît pas tout le temps à 100% les informations présentes sur la facture. Donc on voit ici la facture qui a été déposée. Donc ce provisoire ici, c'est nous qui l'avons mis. Donc on voit dans les références que l'outil a bien reconnu le numéro de la pièce qui est ici. Il a bien reconnu normalement la date d'émission. Oui, en effet, il a bien reconnu la date d'émission qui est ici. Donc tout ça, c'est fait automatiquement. Il a reconnu la devise. Il n'a pas reconnu de numéro d'engagement puisque la facture n'en comportait pas, mais c'est de toute façon une information qui est assez complexe à rechercher sur la facture, donc il faudra bien veiller à la regarder et à la confirmer. Ici, vous avez le choix d'aller sélectionner le type de TVA pour lequel vous êtes assujetti. Donc nous, on reste sur la TVA sur encaissement. Ici, vous pouvez sélectionner le mode de règlement. Et ici, on voit que tous les montants totaux ont bien été reconnus. Donc on fait quand même toujours un check pour assurer que la facture soit conforme. Et on voit ici qu'il n'y a aucune erreur. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est aller indiquer le destinataire de la facture. Ce qui veut dire que soit je connais tout de suite la raison sociale de mon client, son SIRET, soit je peux utiliser la recherche avancée. Donc là, ici, on va aller rechercher une mairie. Alors, je n'ai pas le résultat sur la mairie de Soile. Voilà. Donc ici, j'ai tapé le mot Soile. Je vérifie qu'il s'agit bien du compte client, donc avec son identifiant, celui qu'il m'a communiqué lors du marché ou lors de l'engagement. Donc j'ai la possibilité en fait de saisir plusieurs informations pour filtrer mes résultats. Si par exemple on avait tapé CCI, vous allez voir qu'on va avoir forcément un nombre de résultats important. Voilà, donc on a les différentes CCI et on aurait pu filtrer encore un peu plus. Voilà, donc je sélectionne ici mon client. Donc automatiquement son SIRET a été indiqué, sa raison sociale. J'aurais pu rechercher éventuellement un service à facturer, service restauration, service marché, service travaux. Et là, je vais envoyer ma facture. Donc j'ai un écran de confirmation qui me demande de vérifier. Je confirme, j'envoie. Et ma facture a été déposée. J'ai ici un récapitulatif du dépôt avec le numéro de certificat de dépôt. Je peux soit l'exporter, soit le visualiser ma facture, soit aller tout de suite suivre ma facture pour m'assurer qu'elle est bien entrée dans le processus, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, encore qu'il peut parfois y avoir quelques bugs, donc n'hésitez pas à aller effectuer des petits contrôles. Donc on voit ici dans le processus de traitement que ma facture a bien été déposée par Chloé Gervit, donc c'est le nom qui est derrière le compte qu'on est en train d'utiliser. Et pour le moment, il n'y a pas d'autre action puisqu'on vient juste de faire le dépôt à l'instant. Donc voilà comment déposer une facture fournisseur sur Chorus. Donc finalement, c'est relativement simple. Les prérequis, c'est avoir ces PDF signés non signés, connaître le destinataire, donc sachant qu'il existe également un annuaire des destinataires qui vous permet de conserver ou de mettre de côté finalement tous les destinataires avec lesquels vous travaillez au quotidien. C'est peut-être plus simple que d'aller dans la recherche, mais finalement déposer une facture, c'est assez rapide. Donc saisie de facture, on l'a vu. Le dépôt, on l'a vu. On peut ensuite aller sur le tableau de bord. Donc, alors pour l'instant, j'ai encore qu'une seule facture mise à disposition. Hop, et une déposée. Donc on va cliquer sur la déposée. Non, pardon, je vais cliquer sur celle mise à disposition. Donc celle-là, on vient juste de la déposer, donc elle n'est pas encore mise à disposition du client.
On va aller sur celle-ci. Donc ici, j'ai toute la traçabilité d'une facture qui a été déposée il y a quelques jours, sur laquelle il y a déjà eu un certain nombre d'actions. On va cliquer sur suivi du traitement. Donc ce qu'on voit, c'est que Chloé donc, a déposé cette facture, qu'elle a été mise à disposition de notre client. Et on voit ici que le client l'a téléchargé donc il y a 2 jours. Donc on a le nom de la personne qui l'a téléchargé. Donc pour nous, fournisseurs, c'est déjà en termes de traçabilité une première information. Je sais qu'il y a 2 jours, à 13h40, mon interlocutrice a récupéré la facture. Ce qui veut dire, par définition, qu'elle est en cours de traitement, en tout cas. À partir du moment où cette facture aura été validée et mise en paiement, j'aurai un nouveau statut qui va m'indiquer mise en paiement de la facture. J'ai également la possibilité ensuite d'effectuer des recherches, hop, sur finalement toutes mes factures. Donc là ici j'ai un certain nombre de filtres qui permettent de rechercher les factures par destinataire, par type de facture, par service facturé ou encore par périodicité. Donc selon les critères que je vais saisir dans mes champs de recherche, je vais pouvoir affiner ma liste de factures et ensuite aller faire exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur la mairie de Laborde, c'est-à-dire télécharger, visualiser ou suivre le traitement. Alors, si je prends, on va aller saisir un numéro. Voilà, donc là j'ai lancé une recherche sur toutes les factures émises par Archibald, les autres n'étant pas encore déposées. Donc ici, je vois que j'ai cette première facture définitive. J'ai la provisoire qui est un test de saisie qu'on a réalisé il y a quelques jours. Et je peux donc aller ici visualiser la facture, ici la télécharger. Alors dupliquer, on ne va pas en parler parce que c'est une fonctionnalité que je trouve assez compliquée qui permet en fait de dupliquer les données d'une facture, mais qui est hors cadre de dépôt PDF. Et j'ai ici celle qu'on vient juste de faire pour Swal où j'ai exactement la même possibilité. Voilà pour la partie saisie dépôt. Je peux ici retrouver dans les archives toute la liste des factures que j'ai archivées et dans ma liste fiscale, toute la liste des factures qui ont été émises durant l'exercice fiscal ou durant une périodicité que je vais définir à travers ces petits calendriers. Donc là, on vient juste de voir l'onglet facture émise. Ensuite, par ordre de priorité, donc engagement, vous l'aurez compris, c'est assez simple. Si vous avez des engagements, ils apparaîtront dans cette liste ici, avec le fil d'événements, donc des engagements qui ont été déjà utilisés ou en cours d'utilisation. Pour les sollicitations émises, donc tous vos échanges avec l'administration, vous allez pouvoir retrouver ici les messages que vous avez envoyés et surtout les réponses que vous avez obtenues. Mes messages, c'est tous les messages qui ont été mis à disposition soit par un de vos clients, donc un client public, soit les messages de Chorus. Alors la différence, c'est ici, c'est tout ce que vous avez émis, et ici, c'est tout ce que vous avez reçu. Alors on a aussi une partie sur la boîte d'envoi de ce que vous avez pu émettre, mais moi je vous conseille plutôt d'aller sur les sollicitations. Sur la partie activité du gestionnaire, donc je vous disais, on va retrouver toutes les activités, vraiment détail par détail de tout ce qui est fait sur le portail. Donc on voit ici les différentes validations à l'abonnement, donc en fait aux espaces. Donc toutes les actions d'administration sont listées à travers cet historique. La souris qui bouge toute seule, c'est calme. Et dans mon compte, vous allez retrouver toutes les informations personnelles liées à votre compte. Alors je fais juste un petit focus avant de passer à la partie questions-réponses. J'ai vu tout à l'heure une question comment rajouter des services par la suite. Donc lorsque vous êtes dans mon compte, ici, si vous avez un profil gestionnaire, vous verrez apparaître cet onglet. Ce qui vous permettra ensuite d'aller ajouter des services ou des espaces pour une structure. Donc là, ici, je vois apparaître uniquement les espaces que je n'ai pas encore raccordés pour ma structure. Donc à partir du moment où je vais lancer par exemple celui des factures de travaux,
Alors, hop. Ah, sauf que je n'ai pas mis de service travaux de mon côté, donc j'ai pas choisi le bon. On va le sortir d'ici. Consultation, modification. Je pense que ma collègue n'a pas mis de service. Non, elle ne m'a pas mis de service. Donc il faut par contre absolument avoir un service pour aller dans l'engagement, puisque les engagements sont liés forcément à un service de l'entreprise. Et c'est ici donc que vous pourrez les ajouter et surtout hop, venir manager la partie espace. Donc, je peux ainsi les supprimer ou en rajouter. Alors on va repasser sur Lilian. Ça se passe où? Merci. Voilà pour la démo du portail. Après, les fonctionnalités sont assez vastes. C'est vrai qu'il aurait fallu presque l'heure pour pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités. Mais l'idée, c'était, comme l'avait dit Lilian, de pouvoir déjà initier une première approche du portail et de ses fonctionnalités. Donc, on peut maintenant passer aux questions-réponses. Merci beaucoup Guillaume. Maintenant on va passer à la phase de questions-réponses et je vais vous en poser quelques-unes qui ont été mises sur le chat. Et la première, pour bien remettre un peu le contexte en place, c'est est-ce que toutes les collectivités passent par ce système? Alors oui, aujourd'hui, toutes les collectivités sont connectées à Chorus. Alors oui, normalement, aucune collectivité ne devrait accepter une facture en version papier. Normalement. Mais il est vrai que dans certaines petites mairies encore, le processus papier continue de fonctionner. Donc il y a un certain nombre de contournements qui sont faits pour que le trésorier continue de payer les factures, mais ça ne devrait plus fonctionner. Donc on est bien d'accord, les factures papier sont à proscrire. Oui, tout à fait. Depuis le 1er janvier 2020 pour toutes les structures. Oui, tout à fait. Une question qui vient, vous avez intéressé tout le monde, c'est sur le fameux annuaire pour retrouver les collectivités. Oui, alors oui, alors, en fait, lorsque vous êtes sur Chorus, vous avez une fonctionnalité annuaire. Je vais essayer de l'afficher. Lorsque vous allez vous permettre d'accéder à l'annuaire, donc de taper par le biais des mots-clés qui va vous permettre d'accéder à une information qui va vous lister tous les clients publics. Une information qui va vous lister tous les clients publics. Merci. Voilà. Voilà. Vous avez ici en bas différents de recherche qui vont vous permettre de lancer une recherche et ensuite de télécharger l'annuaire complet selon les filtres que vous devrez sélectionner. Donc, si par exemple on doit facturer plusieurs collectivités, voilà, donc on lance mairie. Alors, pourquoi le filtre n'est pas pris? Voilà. Bon, vous constaterez par contre, je ne vais pas vous le cacher, que parfois il y a encore quelques petites latences ou quelques petits bugs au sein de Chorus. Donc là, par exemple, je viens de lancer une recherche
sur un certain nombre d'entités publiques qui sont situées au code postal 81 000, mais ne sont pas toutes présentes puisque j'aurais dû avoir des filtres plus précis. Mais c'est une fonctionnalité sur laquelle ils sont encore en train de travailler et qui est encore en cours d'amélioration. D'ailleurs, il y a plusieurs fonctionnalités aujourd'hui qui sont en cours d'amélioration puisque le portail évolue au fur et à mesure du temps et des demandes de support qui sont faites. Donc, idéalement, il faut aller chercher dans le libellé de la structure quelque chose d'assez précis. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas. Il y a encore un petit peu d'amélioration à voir autour de ça. Maintenant, idéalement, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir en fait l'identifiant, c'est-à-dire le numéro Une autre de question, SIRET peut-on rajouter des pièces qui est de la facture. complémentaires à la facture? Une autre question. Alors non, dans les faits, vous devez toujours joindre vos annexes. Donc tout à l'heure, lorsqu'on a été déposer une facture, donc dans mes factures émises ici, on a ajouté une facture et on avait la possibilité, hop, d'aller ajouter des pièces complémentaires, des annexes, toutes les pièces jointes qui vont vous permettre de réaliser votre facturation. Autre Il question faut ajouter une importante, pièce jointe, c'est puisque peut-on dans certains marchés, modifier une il facture est qui est imposé de déjà pouvoir présente ajouter des sur la annexes. plateforme? Autre question. Alors non, puisque je dirais que par définition et conformément au Code général des impôts, à partir du moment où une facture a été transmise à un client, elle est censée être immuable et donc ne peut pas être modifiée. Donc la règle est la même finalement que lorsqu'on travaille encore en papier, c'est qu'on doit émettre un Autre avoir question, peut-on mettre une collectivité en favori pour la retrouver très facilement? Autre question, peut-on... Alors, en favori, je ne peux pas vous répondre. Enfin, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite. Par contre, lorsque vous facturez souvent une collectivité, vous avez dans votre tableau de bord, vous avez ici dans Consulter la possibilité d'aller filtrer. Il faut aller choisir ici dans les paramètres, rajouter nom du client et donc de pouvoir filtrer sur le nom du client pour retrouver plus facilement la collectivité que vous facturez assez souvent. Mais il y a peut-être une fonctionnalité de favori, je vous avouerai que j'ai pas la réponse tout de suite. Un point, on parle aussi des problématiques liées, tout à l'heure vous avez montré une facture les champs ont été automatiquement trouvés et certaines personnes, elles, les champs ne sont pas trouvés. Oui, tout à fait. Donc en fait, il s'agit d'une technologie que l'on appelle OCR, donc Optical Character Recognition, donc en français reconnaissance optique de caractère. Et selon la qualité de numérisation, selon le format de la facture, il est possible que ces technologies aient du mal à fonctionner. Et dans ce cas-là, ben, il est nécessaire d'aller modifier les différents montants, voire modifier les dates, les numéros de pièces. C'est souvent d'ailleurs sur le numéro de pièce et la date qu'il y a le plus de difficultés. Donc en effet, c'est pas du 100% et ça peut varier de façon très importante, surtout par rapport à la qualité du document. Une autre question, une fois le compte créé, une demande d'espace a été demandée, rien ne se passe. Le message votre demande est en attente de validation. Que faire? Alors là, il faut contacter directement le support Chorus Portail Pro, euh, car je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai jamais rencontré ce type de problématique chez nos différents clients. Euh, je dirais que normalement, ça fonctionne assez bien et surtout instantanément. La dernière fois qu'on a fait le test, le compte a été créé en moins de 5 minutes. Une autre question, en cas de mandat, l'abonnement est-il payant? Si oui, quel est le coût? Alors non, la demande de mandat comme son abonnement, à ma connaissance, n'a pas de coût et est fait à titre totalement gracieux.
tout comme la plateforme d'ailleurs. Une question importante, est-ce que le gestionnaire peut créer deux utilisateurs qui auront accès au même service? Oui, tout à fait. La gestion des droits est totalement paramétrable et plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès au même service. Une question piège, peut-on envoyer des relevés de factures plutôt que de les envoyer une à une? Alors non, puisque de toute façon, le portail vous proposera la saisie uniquement d'un pied de page. Donc en fait, on parle de facture, de pièces comptables, mais en réalité, il s'agit de pieds de page. Donc s'il y a plus d'un pied de page avec des montants, vous ne pourrez pas en déposer plusieurs à la fois. Sauf, alors une petite précision, sauf si vous avez une seule facture avec un relevé associé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Une question aussi, doit-on créer un compte pour notre comptable pour accéder à nos comptes? C'est c'est au choix de chaque entreprise. En théorie, votre comptable doit accéder ou peut accéder déjà à une partie de votre logiciel de facturation. Pour les entreprises ou micro-entreprises qui n'ont pas de logiciel de facturation, en effet, ça peut être une alternative. Bon, encore faut-il qu'il faille bien se connecter parce que si toutes les micro-entreprises lui ouvrent un compte sur Chorus, ça peut vite devenir compliqué pour lui. Donc la réponse est oui si vous le souhaitez, mais je ne suis pas certain dans les faits que ce soit aussi simple que ça pour un comptable. Après, on va répondre à une question assez particulière parce que tous les jours, je reçois la notification suivante, sollicitation émise, nanana, et l'État a répondu. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Euh, alors c'est un cas un peu particulier parce que je ne sais pas quelle est la sollicitation que vous avez fait à votre service de l'État, mais normalement lorsque vous faites une sollicitation, vous avez ensuite le parcours de cette sollicitation, le workflow on va dire, et vous devriez avoir la réponse de l'État et vous avez la possibilité de clore la sollicitation une fois que la réponse qui vous a été apportée vous convient. En fait, il faut le voir un peu comme ce qu'on appelle un ticket. C'est-à-dire que vous ouvrez un ticket, on vous apporte une réponse et il y a deux solutions. Soit c'est résolu, et dans ce cas-là, le ticket est fermé, soit c'est en cours et le ticket n'est jamais fermé. Là, vous voyez, je suis en train de vous afficher par exemple une des sollicitations. J'ai cliqué trop vite. Voilà, donc j'ai cliqué sur consulter, on va y retourner. Synthèse, tableau de bord. J'ai ici ma sollicitation envoyée. On a voulu faire annuler une facture. Je retrouve mon en-tête de sollicitation, la raison, suspension, facture émise. Ici la description. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de commentaire de mon client, mais dès que j'aurai sa réponse, ça va s'afficher dans commentaire. Et ma pièce va passer en clôturer ici. Donc soit c'est votre client qui le fait, mais généralement c'est plutôt à vous de le faire. Donc si vous avez eu la réponse, vous cliquez sur clôturer. Allez, on est dans les dernières questions. Comment connaît-on le motif de rejet de facture? Alors, le motif de rejet doit être indiqué normalement quand vous trouvez sur votre tableau de bord. Alors pour le coup, je ne pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de facture rejetée, mais par contre, donc on voit d'ailleurs ici là par rapport à tout à l'heure qu'elle est passée de déposée à mise à disposition. En fait, il y a des causes déjà existantes. Enfin, il y a des comment dire, le client a une liste déroulante. Donc c'est pas du textuel, c'est à lui de venir sélectionner. Voilà, j'ai la souris qui bouge parfois toute seule. Voilà. Alors, quand je suis dans suite traitement, ici dans la partie commentaire, pardon, ici, dans la partie action utilisateur commentaire, j'aurai rejet de la facture avec la cause de rejet qui a été identifiée.
selon une liste déroulante. Alors, je ne connais pas toutes les possibilités de la liste déroulante, mais elles doivent être accessibles. Il faut savoir qu'il y a une communauté Chorus qui est très, très, très bien faite, sur laquelle je vous invite à aller rechercher de l'information. C'est un portail qui est gratuit, donc la communauté Chorus, qui vous permet de répondre à ces questions très précises qui sont souvent liées à des contextes particuliers. Et nous allons faire la dernière question, et malheureusement on ne pourra pas répondre à toutes, qui est faut-il rentrer son RIB dans le Chorus ou est-ce que c'est finalement un autre vecteur entre la collectivité et l'entreprise? Non, vous pouvez tout à fait rentrer votre RIB. Et d'ailleurs, quand on a déposé notre facture tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais la possibilité, lorsque j'ai cliqué sur virement, d'aller choisir le compte qui devait être crédité, puisqu'on a la possibilité, vu qu'on a plusieurs structures, d'affecter plusieurs RIB. Donc, en effet, vous pouvez le faire à travers votre compte.